Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour le 3e numéro de PL Club, votre émission concernant le foot anglais, 3e émission, et donc préface de la 3e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. Avec nous en plateau Bruno. Salut Bruno. Salut, 100% de temps de jeu pour moi. Oui, Christian, avec nous aussi. Aussi. D'habitude dans sa data room et en chair et en os. Oui, le père Fora est descendu du donjon, donc je suis là pour vous écuyer sur la... Et vous avez vos stats en poche, ou alors dans votre tête. Partout. Partout, c'est fantastique, ravi d'être avec vous. En tout cas, 32 buts ont été marqués lors de la 2e journée, c'est une bonne moyenne. Et voici donc les plus beaux buts du week-end dernier, comme d'habitude. As that ball sent long towards Jackson, and Wolves might be caught out here. Palmer, it's class! Chelsea taking advantage on the break, and Cole Palmer, perfect again. Kulusevski, Johnson again, it was a risky challenge. Back with Kulusevski, still he can't find the opening. Brilliantly taken by the returning Yves Bissouma. His first Tottenham goal. Now Kilman striding forwards and he rides the challenge of Wharton. He's got Bowen out to his right and now Bowen has the ball. West Ham looking threatening. Jared Bowen looking to make it two. Glorious finish by Jared Bowen. 2 goals in quick succession for West Ham United. Palmer finds Neto. And Neto, he pulls it back. Felix! Back on a score sheet for Chelsea. 6 for Chelsea. The charge is led by Mickey van der Ven. He could go all the way. He's found Son, who finishes in style. What a blistering run by Mickey van der Ven. 5 victoires à domicile, 4 à l'extérieur, un seul partage entre Bournemouth et Newcastle. Et première conclusion, 4 équipes ont 6 points sur 6. Bon, il y a Brighton, mais on va parler de Brighton un petit peu plus tard. Les 3 grands sont là, City, Arsenal et Liverpool. Oui, puis j'aime beaucoup l'idée de ces buteurs qui reviennent à Cole Palmer, on reparlera d'Haaland, Bowen aussi, Heung-min Son qui avait eu un premier match un peu compliqué, qui vient, qui marque. Mais ils sont là. Si on veut souligner les faits marquants de cette 2e journée, bon, on ne peut pas passer évidemment à côté d'Haaland. Ok, c'était à domicile, ok, c'était contre Ipswich, mais il a quand même planté 3 buts. Il en est déjà à 4, Bruno. Ok, c'est Haaland. Je pense qu'on est dithyrambique depuis son arrivée du côté de Manchester City. On le sait, Manchester City est champion sans numéro 9, avec un numéro 9, mais là, il y a Haaland. On a parlé dans l'Europe des 11, Philippe, du nombre de ces triplés réussis en Première Ligue, mais il y a aussi 10 doublés. 10 doublés pour lui dans sa carrière. Imaginez un peu la facilité avec laquelle il plante ses ballons au fond. Et en plus, et Christian va pouvoir le confirmer, il a marqué avec une frappe hors rectangle. Ce qui ne lui arrive quand même pas très souvent, c'est ce but-ci. Oui, c'est suite à une récupération, donc il y a de nouveau un pressing très haut. Et voilà, il se retourne, il fait le contrôle orienté, il parvient à tirer de loin. Alors un buteur qui est en forme et qui a confiance, il est capable de tout faire et il nous montre tout ce qu'il est possible de faire pour marquer des buts, quoi, en fait. De Bruyne a aussi ouvert son compteur, un but et un assist. Bon, vous parliez des chiffres de Haaland, 7e triplé en Première Ligue en 68 matchs. Agüero, il a le record de triplé, 12. Mais en 275 matchs. Extraordinaire. Bon, il a eu un été calme. Il n'a pas dû aller à l'Euro. Donc il a pu se reposer. On va dire ça, mais je crois que... Bon, il a été protégé un peu quand il est arrivé à City parce qu'il revenait de blessures récurrentes. Donc on l'a un peu ménagé aussi. Le nombre de matchs avec le nombre de buts marqués, on est dans un des fantastiques quand même. Autre fait marquant à souligner, c'est quand même la victoire 2-6 de Chelsea à Wolverhampton. Christian, on critique souvent Chelsea. Mais bon, là, il faut quand même dire qu'ils ont assumé au niveau offensif avec un duo quand même assez extraordinaire. Oui, ils ont assumé, mais malgré tout, le Wolverhampton a fait une bonne partie. Ils ont bien entamé le match. Et ils pouvaient poser des problèmes à Chelsea, mais évidemment, quand la machine s'est mise en route et qu'ils sont
aussi efficace que ça, et notamment, on va le voir avec ces 3 buts, avec Madueke et Cole Palmer, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est 3 fois le même buteur, 3 fois le même donneur d'assist, en 15 minutes dans la même mi-temps, et chaque fois avec une situation de jeu qui est la même, c'est-à-dire une progression avec un ballon qui est donné dans les 20 derniers mètres, et lui, en fait, qui parvient à terminer 3 fois avec des tirs croisés. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, Philippe. Madueke, Bruno, il va falloir le tenir à l'œil, celui-là, même si le noyau est pléthorique. Oui, après, pour réaliser un triplé, il a chambré un peu ses adversaires aussi via ses réseaux sociaux, donc pour lui c'est extraordinaire. Mais ce que je vois là, c'est la défense des Wolves qui se laisse surprendre comme ça. Je pense qu'il va y avoir d'immenses changements défensifs dans cette équipe parce que ça, c'est pas possible. Ce sont donc les 3 premiers points de Chelsea qui avaient été battus lors de la première journée par Manchester City. Place à notre première affiche désormais. Elle va opposer samedi Arsenal et Brighton. Let's do this. Bukayo Saka! And Ingra takes it with another superb team goal. Arsenal face à Brighton, ce sera samedi à partir de 13h30. Ce sera le match d'ouverture de cette 3e journée et c'est déjà un match très attendu dans la mesure où ces 2 équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs. Oui. Pour Arsenal, c'est très très important parce qu'il restait sur un 0/6 face à Aston Villa le week-end dernier. Donc ça, c'est capital parce qu'une défaite des Gunners à ce moment-là aurait donné une petite connotation. Déjà, le titre est perdu. On caricature à peine. Ici, c'est fait. 6/6. Maintenant, il faut confirmer, évidemment. Parlons d'Arsenal, 2 victoires, 2-0 contre Wolverhampton et le week-end dernier, vous en avez parlé à Aston Villa. C'est évidemment une belle performance face aux Villains, 4e la saison dernière. 2 clean sheets en 2 matchs. Et pourtant, Christian, à Aston Villa, les choses auraient pu tourner différemment. Oui, et pourtant, on revenait au classique de départ avec Arteta, c'est-à-dire le jeu dominant placé. Ils ont marqué tous leurs buts dans cette manière-là. Mais avant d'arriver à ça, on va voir les images. Voilà, il y avait cette perte de balle et malheureusement, Watkins, qui est quand même un peu fragile en ce début de saison, qui a été blessé, qui a une préparation un peu perturbée suite à l'Euro, il n'a pas encore retrouvé ses repères, mais Arsenal aurait dû courir après le résultat normalement, et c'est une des forces que Emery a su mettre en place depuis son arrivée, c'est qu'en fait, la mise en place défensive, il la connaît, et s'il avait mené 1-0, je pense que la situation de jeu aurait été différente, mais là, les circonstances ont été favorables et ils en ont profité. Raya extraordinaire, là. Un réflexe extraordinaire, mais ça doit être but. Ça doit être but. Par parenthèse, par rapport au gardien d'Arsenal, Ramsdale est parti ou est en instance de partir du côté de Southampton. Il a manifesté son souhait depuis un petit moment. Donc des occasions pour Aston Villa. Il faut faire attention au côté défensif, sans doute du côté d'Arsenal, parce que la saison dernière, c'était la meilleure défense de Première Ligue, avec un axe central solidissime, Gabriel Saliba. La qualité est là, hein. Oui, mais la qualité, à partir du moment où on décide d'avoir la possession de balle et de faire une construction de derrière, fatalement, on prive l'adversaire du ballon. Donc, on est normalement, si on ne se fait pas surprendre, soit sur phase arrêtée, soit sur les reconversions rapides, comme on a vu avec l'action avec Watkins, normalement, on est une équipe qui est en haut du classement des meilleures défenses. C'est le cas actuellement et c'est la clé pour être champion à ce niveau-là. Ils ont récupéré Timber aussi, qui était blessé toute la saison dernière, donc ça fait un défenseur en plus. C'est Zinchenko qui s'est retrouvé sur le banc. Qui va sans doute aussi manifester son envie de départ. Peut-être, voilà, tout est toujours possible dans les dernières heures du mercato. Christian, la saison dernière, on l'a souvent souligné, l'équipe d'Arsenal était ultra performante sur les phases arrêtées. Alors, nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à avoir constaté ça. Et quand on observe les statistiques du match du week-end dernier, on constate qu'Arsenal n'a eu qu'un petit coup de coin. En effet, j'étais surpris parce que j'avais vu qu'Aston Villa avait eu beaucoup de corners pendant ce match-là, et donc je me suis dit où ils en sont au niveau des corners pour Arsenal. Et on a vu justement, en faisant cette observation, ils ont fait plus de fautes, ils ont eu plus de centres, ils ont plus de touchés de balle, mais ça c'est tout à fait normal. Et là on voit, il y a juste eu un corner. Donc pour pouvoir priver Arsenal de marquer un but, non seulement il faut pouvoir bien défendre sur le corner, mais si à la base on ne concède pas de corner, on a déjà des chances de pouvoir ramener un point dans un match contre Arsenal. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de voir contre Brighton, en espérant qu'ils ont le moins possible de corners disponibles pour pouvoir marquer. C'est pas toujours évident, Bruno, d'éviter les phases arrêtées, d'éviter les coups de coin. Quand on est sous pression, il faut éviter d'être mis sous pression, mais parfois on fait ce qu'on peut. Oui, mais ici, c'était un petit peu facilité pour Aston Villa,
parce que le souhait des Gunners, c'était la maîtrise. Et donc, ils ont une forte possession de balle dans leur moitié défensive. On se souvient tous, pour avoir commenté cette rencontre où ils ont archi-dominé leur adversaire la saison dernière à l'Emirates, mais archi-dominé, et ils sont battus. Donc, je pense qu'il y avait un vrai projet de maîtrise. On va voir si ça se confirme face à Brighton à domicile. Pas certain du tout. Et le bloc équipe d'Aston Villa était souvent très haut. On a vu qu'il y avait un espace. Et donc, la construction, elle était basse et moyenne. Ce qui fait que finalement, on réduit le nombre d'occasions et donc le nombre de possibilités de prendre des corners. Exact. Alors, le cas de Trossard, c'est quand même assez extraordinaire. Il monte le week-end dernier. 2 minutes après, il marque sur sa première touche de balle. C'est quand même un atout extraordinaire lorsque la situation est bloquée. Oui, il est quand même un familier de ce genre d'action, puisque, on le disait à l'antenne justement, sur les 5 derniers buts qu'il a marqués, il y en a 4 qui ont fait le 1-0. Donc il a son importance dans ce rôle-là. Alors ici, voilà, c'est clair, il y a une circonstance quand même qui est fort favorable parce que le défenseur essaye de dégager le ballon, ça tombe dans ses pieds, mais instinctivement, il a directement su fermer le jeu et faire cette action et de marquer. Mais là, elle n'est pas très content, mais... Non, mais c'est bien de marquer. C'est déjà ça, le vrai atout. Parce que Arsenal va évidemment acheter des joueurs qui sont d'une qualité hors norme, même réserve. Le vrai atout, c'est d'avoir quelqu'un qui monte et qui preste, même de mauvaise humeur. Mais j'ai quand même rarement vu un joueur marquer quand même un but très très important avec une tête pareille. Oui, mais pas content d'être sur le banc. On devrait compiler ses joies. On n'aurait pas beaucoup de sourires. On ne sait pas faire un clip. De toute façon, dans l'interview, Arteta disait après le match, je sais qu'il n'est pas très content. Mais il donne raison à son entraîneur. Mais voilà, il est quand même il est performant et c'est ce qui compte en fait. C'est que les individus doivent être performants pour l'équipe et pas rien que pour eux. Il a plus de 50% de temps de jeu la saison dernière parce qu'on a eu un Martinelli pas tout le temps en grande forme. Attention à cette saison-ci. Mais Martinelli n'est pas en grande forme non plus à l'heure actuelle. Non, mais il fait le travail avant, il fatigue l'adversaire et puis quand l'autre monte, on va le voir dans d'autres équipes, mais c'est pareil, ça permet de faire un travail d'équipe et de stratégie. Trossard qui va donc jouer contre son ancien club, puisque c'est Brighton. Autre option pour Arsenal, on l'a vu aussi à Aston Villa, ce sont les tirs hors rectangle. Oui, on l'a discuté la semaine passée et aussi en fin de saison passée en évoquant le cas de Manchester City où je disais c'est une Bentley mais avec une option de luxe et l'option de luxe c'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire que Manchester City a marqué 11 buts a pris 11 points sur des tirs hors rectangle la saison passée, c'est ce qui a fait la différence. Et bien ici Arsenal, avec Partey qui est un spécialiste, puisqu'il a déjà marqué, je crois, 4 ou 5 buts pour Arsenal avec des tirs hors rectangle, c'est l'option de luxe qui permettra de prendre les points nécessaires pour essayer de décrocher le titre cette saison. Mais tous les joueurs de la seconde ligne ont des frappes, Partey, Rice, Odegaard, il y a des joueurs de flanc aussi qui peuvent frapper. Odegaard étant celui qui marque sans doute le plus facilement, mais Thomas Partey, c'était sa 2e ou 3e frappe au rectangle, donc c'est vraiment dans un plan de jeu ça. Oui. Alors Brighton à présent 11e la saison passée, on attendait sans doute un petit peu plus des Seagulls, et là 6 sur 6. Cela demande évidemment confirmation, mais c'est un bon début avec un nouvel entraîneur, Fabian Hürzeler. Il a remplacé De Zerbi. Il est germano-suisse. Il est né aux États-Unis. Il a fait monter 5 podiums en Bundesliga. Il a 31 ans. C'est le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Première Ligue. C'est un fameux challenge pour lui, un fameux pari aussi pour Brighton. Oui, mais c'est aussi une des conséquences. C'est la même chose que ce qu'ils font quand ils vont chercher des joueurs. Ils ont dispatché des joueurs un peu partout en Europe dans leur club, notamment à l'Union, des joueurs dont on n'avait jamais entendu parler, mais qui prennent une valeur incroyable parce qu'en fait, ils font partie de cette nouvelle génération de choix de clubs, d'utiliser des softwares, des algorithmes. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est une autre manière de faire. Avant, c'était l'expérience. Avant, c'était la reconnaissance, les performances. Et aujourd'hui, en fait, on rentre avec un software. Et si on fait partie de la liste qui est donnée par l'algorithme, eh bien, on trouve sa place. Et pour le moment, ça marche.
Au niveau du modèle de jeu, on voit les images, ça dit quoi, Christian? Ça dit que c'est un peu la continuité de ce que faisait De Zerbi, c'est-à-dire le passage par les flancs, l'utilisation des centres, la zone optimale. Ça, on l'a vu la saison passée. Ça a été un peu moins bien en fin de saison parce que l'équipe a commencé à faire des performances un peu plus compliquées. Mais ça sera toujours une construction de balles de derrière, ça sera toujours une envie de se terminer dans les 16 derniers. Ils ont transféré quelques joueurs, mais Bruno, ils ont quand même perdu aussi Pascal Gross, qui est parti à Dortmund et qui était le meilleur joueur de la saison dernière. Absolument, mais je ne pense pas que ce sera déterminant s'il y a un impact. Vous savez, vous avez déjà observé maintenant en Première Ligue, les staffs techniques, c'est valable pour la plupart des pays européens, ils sont 15 maintenant dans un staff technique, et le leader, on va chercher de plus en plus jeunes, parce qu'il faut garder contact avec les jeunes de votre vestiaire, et aujourd'hui, c'est absolument capital. Le conflit de génération dans un vestiaire, je peux vous assurer que ça peut nuire une saison. James Milner, joueur de Brighton, il a presque 8 ans de plus que son entraîneur. Et il sera probablement le prochain coach. C'est possible, enfin c'est extraordinaire, effectivement. Non, il est trop vieux déjà, non? Et puis si on parle de Brighton, il y a quand même toujours ce bon vieux Welbeck. Enfin, bon vieux, il a 33 ans. Donc, en foot, on est... En foot, c'est déjà la dernière partie de la carrière, on va dire. 2 buts et 2 assists, Christian. Oui, il est performant en début de saison et ça fait du bien. C'est un joueur, quand il est revenu en Première Ligue, on s'est dit c'est un peu bizarre quand même qu'on relance encore un joueur de ce niveau-là. Mais en fait, il y a des joueurs qui connaissent les codes de la Première Ligue et on le voit ici. Voilà, c'est pas un tir en rectangle, mais c'est aussi une reconversion rapide. Donc, il donne une option supplémentaire à ce jeu dominant placé que Brighton veut mettre en place, ce jeu chatoyant. Et voilà, et il est toujours présent. Ici, il y a un deuxième ballon qui va être joué, mais il était déjà là pour la réception du premier et après il se jette. C'est un joueur sur lequel on peut compter et qui va aider probablement les Joao Pedro, Mitoma et compagnie pour pouvoir performer pour la suite de la saison. En l'occurrence, il adore marquer contre le Red Devils. C'est pas la première fois que ça lui arrive dans sa carrière, évidemment. Ex-Manchester United, bien entendu, Welbeck. Et puis, offensivement, il y a Welbeck, on peut parler de Mitoma aussi, il y a quand même de la qualité offensive, même si ce ne sont pas des noms très ronflants. Philippe, en préparant l'émission, on a un peu parlé du cas de Joao Pedro. Il a pris une ampleur incroyable depuis qu'il est arrivé de Watford. Avant, il faisait un peu souvent les mauvais choix en dernière instance, mais maintenant, on voit qu'il décroche, on voit qu'il a un rôle beaucoup plus important. Il est le premier relayeur, il se débarrasse rapidement du ballon et il se retrouve en zone de conclusion et il est efficace. Donc, c'est des joueurs sur lesquels il faudra compter. Pas de stars, parce qu'on ne s'offre pas des stars, on s'offre des joueurs inconnus, mais un collectif qui permet à chaque fois qu'il y ait des joueurs qui touchent une plus-value, pas que les joueurs. Beaucoup, beaucoup. Et il n'y en a pas eu qu'un, il n'y en a pas eu que 5, ils sont très très nombreux à passer par là. L'année passée, 11e, donc c'était un petit peu moins bon, mais la saison précédente, 6e, quand même, Brighton, donc il faut toujours se méfier de cette équipe-là. Souvenez-vous des Zerbi, on l'imaginait dans les plus grands clubs européens. Enfin, il est à Marseille. Ok. C'est pas le Real. Non, mais c'est quand même le 5e championnat européen, c'est pas le premier. Non, effectivement. Allez, notre deuxième affiche du week-end, c'est la plus belle, évidemment, de cette 3e journée. Elle va opposer Manchester United à Liverpool. To conceive of a game which to its people matters more. The two most successful clubs in the history of English football. They don't come much more fiercely contested than this. These two, the alpha clubs. Berbatov! Welcome to Manchester. This is it. Mo Salah! This is the greatest rivalry. Les Red Devils face aux Reds tout court, en direct d'Old Trafford dimanche à 17h. Un topper, un gros match dans la langue originale des entraîneurs. Oui, on a eu le bloc Man United avec Sir Alex, on a eu Liverpool exceptionnel. Et puis City est venu semer le trouble un petit peu, évidemment, là-dedans, puisque c'est City qui termine en général maintenant champion d'Angleterre, mais c'est une affiche somptueuse. Un gros défi pour les Red Devils. Donc, Erik ten Hag face à Arne Slot, c'est un duel, bien entendu, d'entraîneurs néerlandais. Parlons d'abord de Manchester United, 3/6. Une victoire à l'arraché 1-0 contre Fulham et une défaite le week-end dernier 2-1 contre Brighton. C'est pas un départ tonitruant. Non, et on retrouve des symptômes de cette équipe dirigée par Ten Hag au niveau de la tentative de récupération, des choix techniques et tactiques. Il y a comme un parfum
de fin de règne. Moi, je ne sais pas, mais attention, Gareth Southgate, s'il a dit au revoir à la sélection anglaise, c'est parce que certains disent qu'il a déjà son costume de Manchester United. Il a un bon profil pour ça. Oui. Il présente bien, donc il irait très bien. Donc Ten Hag doit faire un résultat maintenant dans les matchs qui se succèdent et certainement dans ce match-là. Ils ont marqué 2 buts, les Red Devils. Diallo a marqué à Brighton, mais c'était un ballon dévié. Finalement, Christian, les joueurs les plus dangereux sont des joueurs qui viennent du banc. Oui, mais on ne retrouve pas en fait encore ce qu'il faisait à l'Ajax, c'est-à-dire de pouvoir dominer, de pouvoir prendre le ballon. On sent plutôt un bloc équipe qui essaie de travailler défensivement, qui est très compact. Ouais, mais NAC, c'est pas Brighton, c'est pas... Non, mais on va le voir aussi avec Arne Slot. On retrouve aussi beaucoup de choses qui viennent de la Eredivisie, et ce qui est normal puisque c'est leur conditionnement. Mais avec Manchester United, ça manque un peu aujourd'hui d'empreinte, et donc ils sont obligés de prendre contact et de prendre support sur les joueurs qu'ils font monter. Et on l'a vu depuis le match du Community Shield jusqu'à maintenant, c'est toujours la même chose. C'est Garnacho et Zirkzee qui montent à 30 minutes de la fin, et c'est eux qui sont impliqués. Ils laissent le travail à Mason Mount et à Matt, et puis après tous les deux ils sont impliqués. Et là malheureusement ils auraient pu prendre l'avantage. Là on a un peu regardé les ralentis, on a vu qu'il y a quand même ça me paraît aussi un peu involontaire de ce qui s'est passé, mais c'était de nouveau Garnacho et Zirkzee qui sont impliqués dans cette action. Donc le seul, à mon avis pour le moment, le seul plan de jeu, c'est de compter sur les super subs. Rashford, Bruno, on ne l'a pas beaucoup vu. Mount, on ne l'a pas vu non plus. Fernandez, qui joue quasiment en faux neuf, là, on ne l'a pas beaucoup vu non plus. C'est quand même assez faiblard. C'est peut-être ça, les choix qui vont coûter cher à Ten Hag. On a l'impression qu'il... Bon, Fernandez, c'est logique, il faut peut-être lui laisser du temps. Mais on a l'impression qu'il laisse Mount parce qu'ils ont coûté très très cher. Il laisse Rashford parce qu'il a une certaine importance dans le vestiaire. Et qu'il attend avant de lancer peut-être définitivement Zirkzee comme dans... Ojlund est blessé aussi. Enfin bon. Oui, mais c'est pas lui qui marque comme il respire aujourd'hui. Donc il faut conclure les actions offensives. Zirkzee touche un demi-ballon, marque. Bon là, malheureusement, il était en position hors-jeu pour son deuxième but. Il va falloir oser du côté de Ten Hag, faire des choix. Sinon, c'est lui qui part. Ceci dit, je trouve que dans une période de transition où on ne sait pas encore réellement comment on va jouer avec une vraie efficacité quand on est en possession de balle, c'est pas mal de s'en sortir avec les super subs pour le moment, un peu comme Trossard, jusqu'au moment où ils vont pouvoir mettre les choses en place et peut-être alors à ce moment-là commencer à enchaîner des victoires et marquer beaucoup plus de buts. On rappelle aussi que la saison dernière c'était déjà très compliqué pour United au niveau offensif. Défensivement maintenant, la saison passée, oui, c'était difficile aussi. 58 buts encaissés, ce n'était plus arrivé depuis la saison 1978-1979. Et sur ces 2 premiers matchs de cette saison, c'est pas véritablement rassurant non plus. Non, en tout cas, sur les 2 buts qui sont encaissés, c'est chaque fois, je pense que quand ils sont bien en place et qu'ils doivent intervenir sur le premier ballon, ils sont là. Mais dès qu'il y a un deuxième ballon, le ballon va disparaître et il n'y a plus personne qui s'occupe de ce qui se passe avec Welbeck. Et il se retrouve au petit rectangle tout seul et tout le monde est en train de regarder le ballon. On l'a souvent expliqué, cette importance du T+1, du T+2. Ce n'est pas toujours à T+1 que ça se passe. Ça se passe après. Et donc, sur le deuxième but qui va être marqué par Brighton ici aussi, le ballon est passé. Le ballon est sorti, regardez à l'opposé, il y a 3 joueurs, il n'y a pas un joueur de Manchester United à 2 mètres. Et je crois que, je ne sais pas, c'est Enciso, je crois, qui est derrière. Enciso, c'est ça, oui, Enciso, qui peut marquer aussi, qui aurait pu marquer sans problème. On retrouve ces situations-là. Là aussi, il fait des changements défensifs en fin de match pour faire monter le défenseur central néerlandais qu'il a voulu dans son équipe. On ne comprend pas très bien ce type de changement-là. Et regardez comment... ça, c'est effroyable encaissé comme ça. Je pense que ça, c'est un gros problème. Oui. Effectivement. Information, l'Uruguayen Ugarte du PSG, je pense, prend la direction de Manchester United. Mais McTominay, lui, va partir, ou est déjà parti pour aller du côté de Naples. Liverpool, à présent. Bon, tout le monde a évidemment les regards vers les Reds, vu le départ de Klopp et l'arrivée d'Arne Slot sur le banc. On sait que la succession de monuments comme cela, c'est toujours un peu compliqué. 6/6, 0-2 à Ipswich, 2-0 contre Brentford. Ce n'étaient pas des matchs très compliqués. Mais pour l'instant, ça se passe bien.
Oui, c'est des matchs qui peuvent se compliquer très facilement si vous ne les abordez pas de manière très très sérieuse. La première mi-temps contre Ipswich, ils ont 2 occasions et un tir bloqué, c'est tout ce qu'ils ont dans la première mi-temps. Mais après ils déroulent. Mais voilà. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a pas encore vraiment la patte de l'entraîneur parce que on l'a souvent expliqué que ça dure encore entre 4 et 6 mois pour avoir le même conditionnement de l'ancien entraîneur et de pouvoir le modifier. Ici, on le voit. Mais en tout cas, on sait que ça va se passer dans la vitesse parce que ça sera du jeu rapide ou des reconversions rapides parce que les 4 buts ont été marqués sur des face-à-face. On va le voir un peu plus tard. Et donc, voilà. Maintenant, le vrai défi, c'est de faire ce genre d'action-là et de gagner contre des équipes du top 6, quoi, en fait. Avec un trio offensif qui a déjà été percutant et décisif, Salah, Jota et Diaz. Oui, on s'est dit à un certain moment comment est-ce qu'on va remplacer les 3 fantastiques de l'époque auxquels s'est rajouté Jota, c'est-à-dire Mané, Salah et Firmino. Eh bien voilà, petit à petit, Jota prend sa place dans ces 3 fantastiques. Il y a Luis Diaz évidemment qui est très performant et on le voit sur l'infographie, ils sont tous les 3 impliqués dans les buts et dans les passes décisives. Maintenant, on peut en rajouter Nunez qui va venir comme joker ou comme super sub supplémentaire. Et alors à ce moment-là, ils vont avoir quand même une attaque très performante. Christian a raison, hein, c'est avec Manchester City les 2 plus faibles équipes dans les confrontations face à face avec le top 6. Oui. Et là, il va falloir vraiment inverser cette tendance-là. Information aussi, ils prennent Chiesa en principe de la Juventus du côté de United. Alors, au niveau de Liverpool, pardon, au niveau de l'approche, Christian, pendant longtemps, vous nous avez dit, et on l'a constaté bien entendu, que c'était une approche par les flancs. C'est plus tout à fait le cas. Non, c'est plus le cas maintenant. C'est surtout des face-à-face, c'est surtout du jeu rapide, c'est surtout des transitions rapides. Mais ça, c'est un peu ce qui se fait en Hollande depuis 10 ans. C'est-à-dire que c'était une des seules équipes où on a gardé pendant tout un temps le marquage individuel et on suivait son joueur sur tout le terrain et ça donnait des espaces incroyables. Et donc, il y a cette culture de se projeter rapidement, de pouvoir utiliser des ballons prolongés et des reconversions rapides. Voilà, encore un long ballon et un contrôle orienté exceptionnel. Et puis voilà, après il y a rentré, puis il y a quelqu'un qui vient de deuxième ligne et on se retrouve de nouveau dans un face-à-face. Donc c'est quelque chose qui... voilà, alors on l'a souvent dit, quand le plan A fonctionne, c'est bien, mais... Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on a un plan B? Et est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir s'imposer dans les derniers 16 mètres et de jouer ces centres comme ils faisaient dans le temps avec notamment Salah et Trent Alexander-Arnold? Qui va prendre le dessus, Christian? Parce que finalement, les options sont un petit peu les mêmes. C'était la grosse interrogation pendant qu'on a préparé l'émission, Philippe, vous et moi. On se disait qui va prendre le ballon et qui va profiter des transitions, qui va être très bas ou qui va piéger son adversaire en étant très bas pour pouvoir avoir de l'espace et se projeter rapidement vers l'avant. C'est justement ça l'intérêt du match. Le vainqueur sera probablement celui qui a le meilleur plan B et ça pourrait être Klopp. C'est-à-dire que l'équipe de Liverpool a comme plan B encore tout ce qu'ils ont fait pendant 8 ans avec Jürgen Klopp. Et ça, ce serait absolument extraordinaire d'avoir le plan B. Klopp, centre d'Alexander-Arnold et Jota qui marque de la tête. Voilà, pourquoi pas. Peut-être. En tout cas, c'est le premier vrai test pour Arne Slot. Parce que, bon, avec Manchester United, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, mais aller à Old Trafford, c'est jamais facile. Oui, mais le premier vrai test d'Arne Slot, c'est de signer à Liverpool. C'est de la première journée de compétition. C'est pas un cadeau à Ipswich. C'est le premier à domicile qu'ils n'ont jamais perdu sur ces 15 dernières années. Et donc, il va avoir des tests comme ça, lui, chaque semaine, jusqu'à ce que tout le monde dise c'est le bon à la bonne place. On verra. Des de gouille dans la langue des entraîneurs. En tout cas, si on a des abonnés néerlandais, c'est possible. Hein, voilà, ils peuvent regarder. Ou alors des Néerlandais qui sont en vacances en Belgique, chez nous, à la côte ou ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup. Ils savent qu'ils peuvent regarder. Évidemment. Leur derby d'entraîneurs sur Vous Sport World. C'est pour ça d'ailleurs uniquement qu'on diffuse le match. Hein, bien sûr. Allez, super, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On va revoir ensemble le programme qui nous attend à l'occasion de cette troisième journée. Arsenal-Brighton, Goals of the Day. West Ham, Manchester City, c'est en fin d'après-midi. C'est une belle affiche, ça. Et puis Newcastle-Tottenham, Chelsea, Palace, c'est un derby. United-Liverpool, on en a parlé. Vous serez sur quel match, Bruno? Je suis samedi sur West Ham.
Eh bien voilà, on vous suivra avec beaucoup d'attention. Et Christian, vous serez sur quel match avec l'application Discord? Je serai avec Bruno sur le West Ham Manchester City et je serai avec l'application Discord aussi. Je ferai 2 matchs sur l'affiche entre Manchester United et Liverpool à 5h ou à 6h. Rapidement, en 2 mots, l'application Discord? Toujours la même chose, quoi. On accueille nos abonnés, on discute foot, on discute stats et on répond à toutes leurs questions concernant le jeu et on participe avec eux. C'est vraiment très très amusant et le match passe très vite parce qu'ils sont très passionnés. N'hésitez pas donc à nous rejoindre bien entendu tout au long du week-end pour suivre cette 3e journée de Premier League. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram. Il me reste à remercier Bruno, Christian, vous remercie à vous pour votre fidélité. Passez une belle fin de semaine et un bon week-end foot sur nos antennes. À bientôt. Oh, wherever you're tuning in around the world, this is one of those games that no one wants to miss. Lights, camera, action. C'est la première ligue. Wissa! Martinelli's back in business. And Lavina has won it for Wolverhampton Wanderers. La passion. Phil Foden! What a start! And McTominay's in there! Le drame. Lovely strike! Supreme super sub performance! And the title could be on the line! What a stop that is! La beauté. Oh, what glorious skill! It is! And Garnacho! Wow! Le superstar. Cole Palmer! The boy wonder has done it again! And then Salah with his 200th goal for Liverpool! Erling Haaland! Le meilleur championnat du monde.